J'arrive pas à parler, c'est horrible, mon dieu. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans et je suis hôtesse de l'air depuis maintenant bientôt 3 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une Q&A, donc une foire aux questions sur ce métier, donc le métier de PNC, hôtesse de l'air ou steward pour les hommes. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque dernièrement je reçois beaucoup de questions, elles sont assez redondantes. J'avoue que c'est assez difficile de répondre au cas par cas, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo regroupant toutes les réponses à ces questions qui sont souvent posées. J'ai aussi demandé à 3 de mes collègues qui travaillent dans d'autres compagnies, donc Emirates, Air France et Transavia, de me donner quelques informations pour que la vidéo soit un peu plus complète et qu'elle ne se base pas seulement sur ma compagnie et mon expérience. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et j'espère qu'elle pourra vous aider aussi. Voilà, c'est parti. La première question étant, quelles sont les études à faire pour devenir PNC? Donc en France, il n'y a pas besoin de faire d'études supérieures. Vous êtes souvent nombreux à me demander est-ce que vous devez faire un BTS tourisme ou qu'est-ce qui est préférable de faire. Moi, je suis pas conseillère d'orientation, je sais pas, je peux pas conseiller, c'est pas mon rôle. Moi, personnellement, j'ai fait une licence de littérature et civilisation anglaise, donc LLCER anglais, parce que j'en avais envie. Et parce que à cette époque-là, je savais pas encore que je voulais faire hôtesse de l'air. Mais pour faire ce job, il n'y a pas besoin d'études supérieures, il y a juste besoin d'avoir un bac ou un niveau bac et d'avoir le CCA pour ceux qui veulent travailler en France. Donc le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation qui est délivré par la DGAC, c'est obligatoire en France. Donc moi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le CCA, je vous conseille d'aller la voir pour ceux qui veulent vraiment faire ce métier. Mais voilà, c'est tout ce qui est demandé. Pour travailler dans d'autres compagnies européennes ou internationales, certaines compagnies permettent justement de faire ce diplôme en interne. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Les questions physiques. Ce qui est de la taille, des tatouages, des piercings et des lunettes, c'est assez vaste et ça dépend des compagnies. Pour la taille, j'ai demandé à mes collègues, pour ceux qui travaillent en France, évidemment je m'attendais à cette réponse-là, mais il n'y a pas vraiment de taille demandée. Cependant, aujourd'hui, dans les avions, les racks à bagages sont assez hauts. Une personne qui ferait une taille de 1m50, je pense que c'est assez juste. Je pense que c'est à peu près 1m60 la moyenne. Et dans les compagnies du Golfe et asiatiques, par contre, il y a une demande de taille et c'est souvent écrit sur la demande d'emploi. Ils appellent ça un physique harmonieux, donc c'est-à-dire une femme, je crois, entre 1m60 et 1m80 et un homme entre 1m70 et 1m90. Mais encore une fois, tout ça c'est inscrit sur la demande. Ensuite, en ce qui concerne les lunettes, pareil, en Europe, je crois que c'est pas rédhibitoire d'avoir des lunettes. Moi j'en ai, j'ai des lentilles et des lunettes à bord. Pour ce qu'il en est des piercings et des tatouages, moi dans ma compagnie, les tatouages polynésiens sont acceptés comme chez Air Tahiti, nuit, je crois. Chez Air France et dans les autres compagnies, j'en suis pas sûre, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça doit pas être visible. Il faudrait en sorte que ça soit comme une combinaison de surf, vous voyez. C'est à peu près là où vous pouvez faire vos tatouages. Pareil pour les piercings, je sais que chez American Airlines, je suis une fille sur YouTube, elle s'appelle Jumi et elle a l'Helix ici, je crois que c'est l'Helix, et ça passe dans sa compagnie. J'ai jamais vu par contre d'hôtesse de l'air européenne ou française avec des piercings ou des tatouages vraiment visibles. Pour ce qu'il en est de l'anglais, vous avez été aussi nombreux à me demander quel était le niveau demandé, quel était le score au TOEIC à avoir, est-ce qu'un anglais basique suffisant c'était bien pour travailler dans l'aviation, est-ce qu'il fallait une autre langue obligatoire, est-ce que vous devriez partir dans un autre pays. Encore une fois, je vais vous dire que ça dépend des compagnies et ça dépend aussi de vous. L'anglais a été défini par l'OACI, donc l'Organisation de l'aviation civile internationale, je crois, comme langue officielle et internationale. Donc forcément vous allez en avoir besoin et puis je veux dire même dans la vie de tous les jours l'anglais c'est très important. Pour le niveau demandé au TOEIC, en général en Europe c'est 720 sur 990. Encore une fois, si vous avez l'occasion de partir dans un autre pays pour améliorer votre anglais, allez-y. Dans tous les cas, c'est une expérience humaine. Je pense que toutes les expériences comme ça, elles sont bonnes à prendre. Même si vous voulez pas faire ce métier, je pense que c'est toujours cool à faire. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave non plus. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une autre langue? Ça dépend de la compagnie. Si vous allez travailler dans une compagnie espagnole, je veux dire l'anglais ça ne suffira pas, ça me paraît logique. Vos passagers seront sûrement hispaniques ou hispanophones. Pareil si c'est une compagnie italienne, voilà. L'anglais est obligatoire,
oui, mais la langue du pays est aussi importante, je pense. La quatrième question est, est-ce qu'il est difficile de trouver une compagnie et d'être embauché? Moi je répondrais oui, c'est assez difficile et en plus c'est stressant. C'est assez éprouvant, ça dure assez longtemps comparé à d'autres jobs. D'autres jobs, vous allez au rendez-vous, voilà, c'est fini. Là vous avez plusieurs épreuves sur des fois plusieurs journées. Il y a beaucoup de candidats, il y a souvent très peu de prix. Et puis voilà, c'est vraiment assez éprouvant et stressant, donc je dirais oui. J'ai déjà fait pareil une vidéo sur les sélections et sur comment chercher une compagnie qui nous convient. Tout ça c'est expliqué dedans, pareil je la mettrai dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez y aller directement. En soi, oui c'est assez difficile, des fois ça peut prendre quelques années, puis des fois vous avez de la chance et ça se passe en un mois, vous avez déjà votre compagnie et tout. La cinquième question c'est est-ce qu'il y a des possibilités de stage? Cette question je la reçois assez souvent de la part de justement des personnes qui sont encore au collège, au lycée ou même à la fac des fois de temps en temps. Ma réponse généralement c'est non, il n'y a pas de stage pour le métier de PNC puisque c'est un métier très sécurisé avec ce qui s'est passé dans les attentats, les terrorismes et tout. On ne peut pas faire rentrer n'importe qui dans les aéroports. Il y a souvent des casiers judiciaires à fournir pour avoir des accessibilités dans l'aéroport ou même dans l'avion. Donc c'est assez compliqué pour 2 semaines, 2-3 semaines, c'est assez compliqué. Cependant, vous pouvez faire des stages d'été pour les étudiants. Je sais qu'il y a ça chez Corsair, des fois chez Air Caraïbes, il me semble, je suis pas sûre. Et surtout chez Air France, qu'on appelle PCB. Justement, j'ai demandé à Maïloane et elle m'a dit que c'était souvent l'été sur 2-3-4 mois qu'il fallait être étudiant et que justement ça nous permettait d'être hôtesse de l'air sans les responsabilités de sûreté et de sécurité. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle le CQP, mais ça c'est des contrats de professionnalisation, je crois. Et c'est souvent comme ça que les compagnies aujourd'hui embauchent des nouvelles personnes. Elles permettent justement à ces personnes qui n'ont pas le CCA, donc le Cabin Crew Attestation, qui n'ont pas du tout de diplôme dans le monde de l'aviation, de les prendre et de les professionnaliser dans leur compagnie. La prochaine question c'est comment se passe la période après votre obtention de CCA et vos premiers vols, celle où vous êtes en uniforme et vous travaillez pour de vrai. Alors cette période elle peut être plus ou moins longue, souvent elle est longue, c'est pour ça qu'il faut être très patient dans ce job, c'est que c'est souvent très long. Donc premièrement déjà vous allez avoir votre certificat de membre d'équipage si vous voulez travailler en France, vous allez postuler, donc si votre candidature est retenue, vous allez avoir justement ce qu'on appelle une journée de sélection. Donc si vous réussissez vos journées de sélection, vous allez être pris. Et ensuite, selon la compagnie, vous allez avoir des semaines ou voire des mois, comme chez Emirates, d'intégration où justement vous allez switcher entre justement des vols, des cours avec des procédures internes, la familiarisation à la flotte, au service commercial, bref, tout ça. Moi c'était 2 semaines dans ma compagnie et ensuite vous avez ce qui s'appelle des vols de familiarisation, donc là je parle pour moi, j'en ai eu 2 mais encore une fois depuis ça a changé. J'ai dû attendre 2 mois et demi avant de faire ces vols. Donc voilà, j'ai été embauchée en mai et j'ai fait mes vols de familiarisation fin juin, début juillet et j'ai vraiment commencé à travailler avec mes ailes en septembre. Donc vous voyez, il y a presque 6 mois qui se sont passés. Tout ça en plus ça dépend justement des contrats saisonniers d'été ou pas, s'il y a de la demande. C'est pour ça que ça peut être très long et qu'il faut être patient. La prochaine question c'est est-ce qu'on peut choisir sa base et est-ce qu'on peut vivre loin de sa base? Donc je vais d'abord expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une base, c'est là où vous allez vous donner rendez-vous avec votre équipage et vous allez commencer à travailler. Selon les compagnies qui sont sur court, moyen ou long courrier, ça va dépendre. Moi dans ma compagnie il y a 3 bases. Une basée à Paris-Orly, une à La Réunion et une à Tahiti. Dans d'autres compagnies comme Transavia il va y avoir Orly, Nantes, Lyon et Montpellier. Par exemple, ma collègue de chez Transavia, Solange, m'a dit que vous pouvez choisir votre base, mais ça ne sera pas forcément accepté, c'est sur demande. J'espère que c'est un peu plus clair. Si vous êtes sur long courrier, comme moi mes collègues, je ne sais pas combien de pourcentage vivent en province, mais il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ils ne veulent pas particulièrement vivre en Île-de-France, ils n'apprécient pas forcément la vie ici, donc ils choisissent de vivre en province. C'est eux qui choisissent, dans notre contrat il est stipulé qu'on doit être capable d'être à l'aéroport en 90 minutes, donc les billets de train et les nuits d'hôtel que ça peut impliquer, c'est à leurs frais. Même si la compagnie
ma compagnie nous aide en payant la moitié par exemple de l'abonnement TGV Max ou de notre forfait Navigo. Mais ça encore une fois c'est propre à la compagnie, ça se trouve votre compagnie ne le fera pas. C'est possible parce qu'on a un temps de repos adapté, on est capable de faire 2 heures d'avion pour rentrer chez soi puisqu'après on a 5 jours de repos par exemple. Donc ça encore une fois ça dépend de la compagnie et ça dépend de votre type de courrier. Bon, la question suivante c'est la plus croustillante, le salaire. Donc le salaire c'est assez particulier, je ne peux pas répondre à cette question tout simplement parce que le salaire varie, mais pour vous donner une fourchette, ça peut aller très bien d'un SMIC, voire des fois moins d'un SMIC malheureusement, à 4000-4500 € selon les compagnies. Moi personnellement dans ma compagnie ça dépend en fonction de la destination, du temps de vol, de combien de temps je reste en escale, de l'escale même en fonction des per diem, des commissions que je fais à bord, bref. Ça varie si c'est un vol de jour ou un vol de nuit. Il y a beaucoup de facteurs qui font que des fois ça varie de 300-400 € sur ma paye. Donc c'est jamais régulier. Enfin je pourrais pas vous donner une réponse fixe. Voilà. Next! Peut-on choisir son type de courrier? Alors j'ai demandé à mes collègues puisque moi personnellement dans ma compagnie il n'y a que du long courrier. Donc chez Air France, vous ne choisissez pas quand vous rentrez dans la compagnie, on vous l'attribue. Mais ensuite en fonction de l'ancienneté, vous pouvez demander à changer de courrier. Chez Emirates, j'ai demandé aussi. Chez Emirates, ce n'est pas attribué. Il n'y a pas des PNC qui font seulement long, seulement moyen ou seulement court. Ça varie sur votre roster. Le roster qui est l'emploi du temps. C'est eux qui vous posent vos vols et puis du coup bah, ça dépend aussi en fonction du nombre d'heures que vous faites. Ensuite, comment se passent les congés payés? Alors encore une fois, tout ça, ça dépend des compagnies. En France, vous avez, ça fonctionne pareil que dans n'importe quel métier, vous avez 3 jours par mois cumulés, il me semble. Mais par contre, pour les poser, c'est assez compliqué. Moi, dans ma compagnie, personnellement, il faut poser les vacances de toute l'année, quasi, genre à 5-6 jours près. Il faut tout poser en octobre pour l'année d'après. Donc pour s'organiser c'est assez compliqué je vous avoue mais bon on s'adapte. Dans d'autres compagnies comme Air France ou Emirates vous avez tous les 6 mois un portail où vous pouvez poser vos vacances en fonction de l'ancienneté, ça sera accepté ou non. Mais en général c'est comme ça que ça se passe. La question d'après c'est comment gérer la fatigue, les relations, les animaux si toutefois vous en avez, la solitude et la contraception pour les femmes. Premièrement je dirais les relations c'est pas un métier simple, c'est pas un métier qui ressemble aux autres dans la mesure du rythme de travail. Il y a des jours où on sera là, il y a des jours où on sera pas là. Encore une fois, ça dépend du type de courrier sur lequel vous êtes, puisque sur le long courrier, vous êtes amené à partir plusieurs jours d'affilée et à avoir plusieurs jours d'affilée de repos. Sur le court et moyen courrier, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez travailler 5 jours par semaine et rentrer le soir. Tout dépendra de vous, votre adaptabilité à vivre en même temps que les autres ou pas. Parce que si vous volez nuit, forcément la journée vous allez être un peu plus fatigué que la moyenne. Et inversement, si les gens autour de vous sont pas compréhensifs et ne comprennent pas, ça risque d'être compliqué. Après, tout ce qui est enfant, vie amoureuse ou quoi, c'est possible. Il y en a qui ont réussi. Je vous dis pas que tous les mariages ont été heureux, que tous les enfants sont heureux ou quoi. Je vous dis pas ça. Je vous dis juste que c'est possible. Donc voilà, ne vous en faites pas, s'il y a la bonne volonté, je pense que tout est possible. Niveau contraception, moi j'ai arrêté de prendre la pilule parce que c'était compliqué avec les horaires et tout. D'autant plus que le risque de thrombose et tout ça, dans l'avion, ça c'est pas top. Donc j'ai arrêté ça. Après il y a plein d'autres manières d'avoir une contraception quoi, qui nécessitent pas forcément un rythme quotidien. Voilà. Pour ce qu'il en est de la solitude, c'est vrai que c'est un métier assez complexe puisque pendant un bon moment on est avec beaucoup de monde, on travaille en équipage donc on est en train d'interagir pendant plusieurs heures d'affilée et d'un seul coup on se retrouve dans une chambre d'hôtel seul. Et donc du coup c'est vrai que bon, il faut savoir gérer ces moments-là, mais je trouve que encore une fois c'est dans la personnalité d'un PNC, ça vient assez naturellement. Je sais pas si mes collègues ont déjà ressenti de la solitude ou pas, mais moi jamais. Non. Et pour les animaux, si vous avez de la famille, tant mieux, qui peut garder votre animal de compagnie ou quoi. Mais c'est vrai que sinon c'est compliqué, vous avez un chien ou même un chat, à la limite, même un poisson rouge, je suis sûre qu'il meurt. Au bout de 3 jours sans nourriture, donc c'est vrai que
peut-être pas une bonne idée. Ensuite, comment se déroule une journée type, planning, temps de repos? Alors là encore, je pense que ça va prendre un petit bout de temps pour que je vous explique. Pour une journée type, ça se ferait comme ça. Dès que j'arrive à l'aéroport, j'enregistre mon bagage en soute, je vais au point de rendez-vous avec mes collègues, on rentre dans l'avion, on fait notre briefing, ensuite on a nos checks sécurité, l'embarquement, on décolle, on fait le service, tout ça, temps de repos, service, blablabla. On atterrit, ensuite on a encore une check, on vérifie que personne n'a oublié les bagages, les trucs comme ça, bref. On va à l'hôtel, on a notre temps d'escale, donc des fois c'est le minimum repos, des fois ça peut être 5 jours, et rebelote en sens inverse. Pour ma compagnie, hein. Je sais que j'ai une copine qui est chez Air Austral, elle a plusieurs secteurs. Pour ce qu'il en est du planning, encore une fois, ça dépend du type de courrier sur lequel vous êtes. Moi, mon planning, j'ai déjà dit, mais il sort le 15 du mois précédent, ce qui fait que là, par exemple, j'ai eu mon roster le 15 pour le mois d'avril, mais je sais que pour certaines compagnies ça se passe pas du tout comme ça, et ça pour le coup je peux pas vous expliquer, c'est propre à chaque compagnie. Pour le temps de repos, moi dans ma compagnie j'ai 11 jours off minimum par mois. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'informations concernant le court et moyen courrier, je sais que Loïc a fait une vidéo justement sur les plannings et les rosters. Après, concernant les compagnies du golf et tout ça, je pense que vous pouvez aussi trouver des informations sur YouTube, c'est assez simple. Mais moi, je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, je crois que c'était dans la vidéo où je vous parle justement de mes 1 an en tant qu'hôtesse de l'air, je vous explique et je vous détaille un mois entier. Ensuite, qu'est-ce qui est pris en charge par la compagnie? Ça aussi c'est une des questions qui m'est le plus posée lors des lives et souvent dans mes DM. Sur toutes les réponses que j'ai eues de tous mes collègues, tous les repas sont quasi compris de manière différente. Donc tous les petits déjeuners dans toutes les compagnies sont pris en charge, donc vous n'avez même pas à sortir un billet, rien du tout. Vous arrivez au lieu qui est désigné par la compagnie et vous prenez votre petit déjeuner. Je crois seulement pour Emirates, vous avez du cash lors de votre arrivée à l'hôtel et ça pourra vous servir pour n'importe quel repas. Et même justement, Jérémy entre autres me disait que souvent ils avaient un peu trop d'argent dans ces enveloppes avec la monnaie locale et ça leur faisait un peu d'argent de poche, ce qui était plutôt cool. Mais moi pour ma compagnie et les autres compagnies que j'ai citées avant, c'est directement sur le salaire, ça s'appelle des per diem. Donc ça c'est pris en charge par la compagnie entre autres. Vous n'avez pas l'argent directement, vous devez le sortir. L'hôtel est payé par la compagnie, les navettes sont comprises aussi par la compagnie et ou par l'hôtel ou l'aéroport. Et c'est tout. C'est tout, toutes les activités, tout ce qui est hydravion, justement jet ski ou peu importe, les sorties, le shopping et tout, c'est pour votre poche. Mais ça me paraît normal, ça, c'est vraiment du plaisir. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. L'uniforme aussi, pour ma part, est compris par la compagnie. Les chaussures aussi, vous les payez mais vous pouvez vous faire rembourser. Valise, c'est pour nous, mais pareil chez Emirates, je crois qu'ils vous fournissent les bagages. Je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Quels sont les points positifs et les points négatifs du métier? Je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est la fatigue. Ça c'est le premier point, c'est la fatigue. Vous êtes toujours dans une phase genre je sais pas trop ce que j'ai dit, je sais pas trop ce que j'ai fait, parce que on a complètement le cerveau retourné à cause de la fatigue. Et pareil, ça peut jouer sur votre vie personnelle, votre vie privée et surtout aussi au travail. Donc c'est un gros point négatif. Ensuite, un autre point négatif, c'est le fait de pas être sûr d'être là, si je puis dire. Les anniversaires ça n'existe pas, les jours fériés ça n'existe pas, Noël, jour de l'an, tout ça ça n'existe pas en soi. Après vous pouvez vous organiser encore une fois à peut-être demander ces jours off, mais c'est pas sûr. C'est pas comme n'importe quel job où vous pouvez dire ah bah ça c'est un jour férié, je vais pouvoir faire un pont par exemple. Non, ça n'existe pas dans le monde de l'aviation. Ensuite, un autre point négatif, c'est peut-être comme je l'ai dit dans ma vidéo update d'1 an, c'est l'incompréhension des gens autour de vous. Comme c'est pas un style de vie que tout le monde mène, c'est des fois compliqué à comprendre par l'extérieur. Et il faut faire un travail d'éducation, il faut leur expliquer, et je pense qu'au fur et à mesure, ils peuvent comprendre. Mais je veux dire, au début, c'est quand même un point négatif. Moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai du mal à faire comprendre à mes potes que je suis au travail. Mais du coup, voilà, ça, je pense que c'est un petit point négatif. Mais c'est tellement peu comparé aux points positifs qu'il y a. Il y en a plein. Mais je dirais pas que le premier, c'est de voyager. Parce que ça, c'est pas le premier point positif. Pour moi, le premier point positif, c'est d'avoir une vie
différente. C'est d'avoir un style de vie différent, c'est d'être toujours en marge entre guillemets. Pour moi, ça c'est le premier point positif, c'est qu'il fallait faire les soldes en semaine, hein, c'est cool. Les courses, c'est pareil. Surtout là, en période Covid, je vois bien la différence. Quand tout le monde doit aller faire ses courses en fin de journée, bah moi je peux y aller peut-être le matin. Enfin bon, bref. C'est vrai qu'en règle générale, pour moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Un autre point positif, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde dans ce job et c'est très enrichissant, je trouve. Même si moi, dans ma compagnie, c'est pas comme chez Air France, Emirates, on n'est pas 14 000. Donc du coup, je suis amenée à travailler avec pratiquement toujours les mêmes personnes, même s'il y a un roulement quand même assez souvent. Mais disons que je connais plus de 90% de mes collègues. Mais les passagers sont différents, l'énergie durant les vols c'est différent, les escales, même si je vais toujours au même endroit, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, donc je trouve ça vraiment cool. Vous pouvez imaginer que dans les autres compagnies c'est encore décuplé, puisque effectivement ils connaissent pas leurs collègues à chaque vol. Donc eux ils doivent être encore plus dans la nouveauté et je pense que ça peut ajouter un petit peu de piment. Mais sinon c'est vraiment un point positif. Voilà, hein, ça répond un peu à la question. Au-delà du fait bien sûr que ça nous amène à voyager et que effectivement durant la période Covid où tout le monde est enfermé chez soi, hein, on s'entend bien, nous ça nous permet de prendre l'air un petit peu. Parce que je sais que bah, moi j'ai quand même eu la chance d'aller en Guadeloupe, d'aller à Vancouver. Voilà, c'est vrai que ça permet quand même de respirer et de souffler un petit peu. L'avant-dernière question, c'est est-ce que je voudrais faire ça toute ma vie? Est-ce qu'il y a des possibilités de reconversion après le métier de PNC? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution aussi? Concernant ma carrière, je sais pas encore. Si je vais vouloir faire ça toute ma vie, je sais pas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En ce qui concerne les perspectives d'évolution et de reconversion, aujourd'hui, si vous voulez rester dans la branche PNC, vous avez chef de cabine principal selon la compagnie, instructeur et aussi chef PNC. Mais bon, on n'y est pas encore. Et en ce qui concerne la reconversion, bah ça dépend que de vous. Vous pouvez refaire des formations, soit pour rester dans l'aviation, donc que ça soit planning, RH, enfin bon, bref, vous avez plein de domaines. Et encore, si vous voulez changer de job, bah je sais pas, vous prenez vos études. Voilà, en soi, ça fait que 3 ans que je suis hôtesse de l'air, ça fait du coup 3 ans que j'ai quitté les études supérieures. J'y connais pas grand chose et comme je l'ai dit 36 000 fois, je ne suis pas conseillère d'orientation. Et la dernière question qui est... Waouh, est-ce une bonne idée de commencer la formation hôtesse de l'air à l'heure actuelle avec le Covid? Je ne sais pas. Sincèrement... Je sais pas. Vous me demandez, là ce que vous me demandez c'est est-ce que c'est pas trop risqué de faire le métier d'hôtesse de l'air maintenant, de commencer une formation alors qu'il n'y a pas de place quoi. Les avions ne volent pas. Certains d'entre vous qui m'ont demandé quand est-ce que je pensais que le flux allait reprendre. En fait vous me demandez quand est-ce que le Covid ça va s'arrêter là. Clairement c'est ce que vous me demandez. Donc là vous me posez une question existentielle. Sincèrement, j'aimerais vraiment répondre et j'aimerais vraiment vous dire non les gars, allez-y, foncez, c'est une bonne idée, n'abandonnez pas. J'aimerais bien vous dire ça, mais en soi, moi si j'avais été à votre place, je me poserais la même question. Mais j'attendrais pas que quelqu'un me donne une réponse en soi. C'est un risque à prendre, c'est un pari à faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que votre CCA, à partir du moment où vous l'avez, il est valable 5 ans. Mais dans les 5 ans qui suivent, il faut que vous trouviez une compagnie et il faut que vous voliez, sinon votre CCA... il est périmé entre guillemets. Après honnêtement avant le Covid c'était déjà compliqué de trouver une compagnie. Il y avait déjà plein de PNC qui n'avaient pas de job, genre ils avaient leur CCA mais ils n'ont jamais réussi à trouver de compagnie. Mais maintenant vous imaginez qu'avec les compagnies qui ont fermé, ça veut dire que des pilotes sont sans job, des PNC sont sans job. Même avant le Covid, il y avait des compagnies qui avaient fermé comme Aigle Azur, XL, les avaient fermés avant le confinement quoi. C'était déjà des PNC sans job, mais maintenant il y a les CDD qui n'ont pas été renouvelés et en plus il y a tous ceux qui sont formés ou qui se forment actuellement pour devenir PNC. Donc tout ça là, c'est des gens qui sont en demande d'emploi. Que ça serait entre guillemets malhonnête de ma part de vous dire les gars c'est le moment d'y aller, c'est le moment. Non, c'est pas vraiment le moment, mais en même temps je me dis qui ne tente rien n'a rien quoi. Voilà. Sur ce, j'espère vous avoir donné toutes les réponses à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me poser les questions sur mon Instagram ou dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure,
je répète, dans la mesure du possible. Et puis voilà, faites attention à vous et je vous fais plein de bisous.